Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée-Bissau. Le président Embalo annonce sa candidature à la présidentielle. Après avoir parlé du Gabon avec la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, nous allons parler à présent de la Guinée-Bissau avec la candidature annoncée du président Oumarou Sissoko Embalo, qui aussi a été général, mais voilà. C'est le président Oumarou Embalo Sissoko. Il annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle qu'il a fixée au 30 novembre 2025, alors que son mandat initial a pris fin le 27 février, ce qui a créé une certaine crise en cours actuellement en Guinée-Bissau. Une mission de la CEDEAO avait été dépêchée. Il a précipité son départ. Nous reviendrons justement dans un second temps sur sa confirmation. Il a vraiment assumé avoir renvoyé cette mission de la CEDEAO pour certaines raisons, on va les évoquer tout à l'heure. Mais bien avant, parlons de cette annonce faite après son retour de cette tournée européenne où il est passé dans certaines capitales européennes. Il a rencontré des dirigeants en France et surtout en Russie. On en parlera. Oumarou Sissoko Embalo, de retour à Bissau, a annoncé sa candidature. Lui qui avait annoncé en fin d'année qu'il ne se présenterait pas pour un second mandat sur conseil de sa femme. Finalement, il n'aurait pas écouté ce conseil de sa femme. Il décide donc d'être candidat à la prochaine présidentielle. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Kokouvia Baili Abassa. Oumarou Sissoko Embalo est de retour au pays. Il annonce être candidat à la prochaine présidentielle, alors qu'on se disait qu'il tiendrait parole et qu'il ne se présenterait pas. La loi lui permet naturellement d'être candidat pour un deuxième mandat à la tête de la Guinée-Bissau, et donc il va prendre cette option. Un autre militaire, un ancien général, on peut le dire, ou bien il garde toujours son titre de général, c'est-à-dire un ancien militaire qui revient sur sa position qu'il avait déjà prise sur le conseil de sa femme. Vous l'avez bien annoncé, sa femme l'aurait conseillé de ne plus se présenter pour un second mandat. Il avait accepté, il avait même annoncé publiquement qu'il ne se présentera pour les élections de 2025. Aujourd'hui, il revient sur sa position en disant, d'abord le lendemain, il a dit qu'il va aviser, il pourrait revenir sur sa position. Aujourd'hui, il annonce clairement sa candidature pour les élections de la fin de cette année 2025. Une élection qui aurait pu se tenir la fin de l'année dernière ou en début de cette année 2025. Pourquoi? Parce que le président Embalo Sissoko avait prêté serment le 27 février 2020. Donc son mandat prend fin le 26 février 2020 à minuit, normalement. 2025 à minuit, le 26 février 2025 à minuit. Sauf qu'il n'a pas respecté ce test constitutionnel de la République. Il a prolongé son mandat de près d'un an, donc 9 mois de plus, en fixant une nouvelle, c'est-à-dire la date des élections unilatéralement au 30 novembre 2025. Déjà ça, c'est une faute lourde, c'est vraiment anticonstitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel que le président Embalo Sissoko est en train d'organiser en voulant organiser une élection sur une date au-delà de ce qui est prévu par les textes de la République du Gabon. C'est rare, de la République de la Guinée équatoriale, bien sûr. Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, excusez-moi. Donc déjà, ça, à ce niveau, c'est déjà une faute très grave. Mais avec de sa candidature. Je veux parler de sa candidature. Oui. Il faut dire, pour parler de sa candidature, il faut d'abord dire que il était élu sous la coupole d'un regroupement, le G15, le groupe 15 des partis politiques. Après, ils ont organisé une élection législative où il a constaté, d'abord c'est une élection législative anticipée. Il n'était pas majoritaire, son parti n'est pas majoritaire. Il a perdu le Parlement. Voilà, il a perdu le Parlement. Quand les élections présidentielles de 2025 s'approchaient, en 2023 déjà, il a dissous encore le nouveau Parlement. Donc, il se dit qu'il va organiser une élection anticipée d'abord des législatives.
Et il avait même fixé une date. Oui. À l'approche de cette date, c'est-à-dire décembre 2023, il annonce que non, les élections ne pourront pas se tenir en 2024. Et aujourd'hui, il fixe une date d'une élection couplée de législative et de présidentielle qui va se tenir le 30 novembre, où lui-même il sera candidat. Vous voyez à peu près la façon dont M. Embalo Sissoko est en train de jouer avec la constitution de son pays, où ça dit que quand ça le chante, il dissout l'Assemblée nationale, il annonce une date de candidature, il le repousse à sa guise. Ça a été 2 fois pour les législatives. Aujourd'hui, pour l'élection présidentielle, qui normalement son mandat prend fin le 26 février 2025 à minuit, il prolonge les élections jusqu'au 30 novembre 2025. Donc, c'est quelqu'un qui a su quand même bloquer certaines institutions de la République, notamment la Cour suprême, qui avait aussi annoncé une autre date pour, pour le 4 septembre pour la fin de son mandat, ce qui est d'abord anticonstitutionnel. Mais bon, c'est la juridiction suprême du pays, donc on ne pouvait que l'accepter d'une manière ou d'une autre. Mais lui-même, il repousse encore sur cette date qu'a annoncée la Cour suprême. Et sur ce, il dit qu'il n'y a aucun débat et il se dit même prêt à gagner cette élection au premier tour. Bon. Nous attendons de voir ce qui va se passer en Guinée, puisque c'est un pays quand même, depuis 1974, ils ont eu leur indépendance. Jusqu'alors, ce ne sont que des coups d'État et de l'instabilité politique et d'instabilité de sécurité qui ont émaillé l'évolution de ce pays. J'espère que les Guinéens, les Bissau-Guinéens vont se retrouver pour trouver vraiment une solution durable à leur crise qui ne fait que reprendre d'autres poils de bête. Merci beaucoup. Avocat Kouvia Baili Abassa. Alors, Louis Kamako, Umaru Sissoko Embalo est de retour. Il annonce être candidat à la prochaine présidentielle comme je le disais, dont il a fixé la date au 30 novembre de cette année, alors que l'opposition voudrait que ces élections se tiennent le plus tôt possible, puisque normalement son mandat est épuisé le 27 février. Non, mais sur l'information relative à l'annonce de sa candidature, je crois que Embalo ne fait rien d'anticonstitutionnel ou bien d'inconstitutionnel. Parce que vous l'avez dit, les lois ou bien la loi fondamentale guinéenne lui permet de deux mandats. Sauf que, à part ce que Abassa disait tout à l'heure, c'est-à-dire que sa volonté manifeste d'entraver le fonctionnement des institutions de la République, son désir manifeste de ne pas organiser les élections ou bien de ne pas organiser la présidentielle à temps, parce que vous l'avez dit, cette élection devait être organisée depuis l'année passée et permettre en fait au président élu de prêter serment en début de cette année. Il ne l'a pas fait. Il dissout l'Assemblée quand cela lui chante. Autant de faits qui font quoi qu'aujourd'hui, Embalo aujourd'hui gouverne la Guinée-Bissau avec une main de fer. Donc du coup, quand vous faites un petit sondage dans le pays, vous allez justement vous rendre compte que des gens n'hésitent pas à le traiter de dictateur, de despote, en fait, de quelqu'un qui se met dans l'arbitraire. Et c'est quelqu'un vraiment qui se met dans la peau d'un homme entré, d'un militaire, justement, pour faire ce qu'il veut. Mais comme je le dis, sa candidature n'a rien d'anticonstitutionnel. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener Embalo Sissoko à emballer tout le monde en se dédiant? Parce que vous l'avez dit que récemment, il avait justement annoncé publiquement qu'il n'a pas l'intention de rempiler sur le conseil de sa femme. Mais quand j'analyse un peu, je me dis que c'est peut-être en fait une stratégie, c'est une forme de sondage de la part de Embalo, justement. En annonçant qu'il ne sera pas candidat. Justement, pour voir la réaction. En annonçant qu'il ne sera pas candidat. Pour moi, c'était une forme de sondage, c'est-à-dire que voir la réaction que cela peut susciter au sein de la foule, surtout qu'il avait perdu les élections législatives. Pour moi, c'est une forme de sondage qu'il a justement fait. Maintenant, alors le sondage serait positif pour lui, la raison pour laquelle il annonce sa candidature. Non, le sondage ne lui serait pas positif, mais puisque il a recueilli la réaction de la foule, donc il a reculé d'un pas pour mieux sauter. Il a mieux sauté parce que quand vous voyez ces derniers temps diplomatiquement, il
il est très actif. Il est allé voir certaines grandes puissances. Il est le 26 février dernier. J'ai cru, ou bien j'ai su qu'il a rencontré le chef de Kremlin, il a rencontré Vladimir Poutine, qui disait qu'il espérait justement sa réélection. Ça veut dire qu'il a été requinqué, ou bien il a été revigoré par le tout-puissant Vladimir Poutine, qui lui a donné des garanties. Donc je crois que c'est pour cela qu'il est revenu maintenant au devant de la scène pour annoncer publiquement sa candidature. Et donc, je crois que sur le sujet, comme je le disais tout à l'heure, sa candidature n'a rien d'anticonstitutionnel. Maintenant, il va se présenter à ces élections-là et on sait à peu près comment est-ce que les organisations, comment est-ce que les élections s'organisent en Afrique. Surtout qu'avec tout ce qu'on vient de citer, avec sa façon de faire les choses, quand ça lui chante, tandis que sans tenir compte en fait des tests constitutionnels, je crois que Mbalo ne va pas à cette élection-là pour la perdre. Il va forcément remporter la présidentielle. Et je crois que c'est l'avenir encore qui s'annonce sombre pour le peuple guinéen. Pourquoi quand il est élu, ça veut dire que l'avenir va s'annoncer? Non, mais c'est juste parce que je ne le vois pas en train d'organiser les élections dans des conditions transparentes, en fait. Je ne vois pas ce scrutin-là se dérouler dans les règles de l'art. Je ne vois pas ce scrutin-là se dérouler pour qu'on donne la même chance à tous les candidats qui vont justement postuler. Je ne vois pas Embalo Sissoko, justement, de donner ou bien de permettre à la CENI de proclamer les résultats qui seront issus des urnes. Donc c'est pour ça que je vois après cette élection, il y aura certainement un chaos, parce que j'ai dit tout à l'heure que... Est-ce que le chaos ne risque même pas de s'installer avant les élections? Parce que l'autre question que je voulais poser, on sait déjà que l'opposition a annoncé paralyser le pays puisqu'il a refusé de laisser le pouvoir à la fin de son mandat en février. Et donc eux, ils ont décidé de paralyser le pays. Et en plus de ça, Umaru Sissoko Embalo, qui avait déjà promis ne pas être candidat, vient annoncer sa candidature. N'est-ce pas une manière de jeter, comme on le dit, cela ne viendra qu'envenimer la situation. C'est parce que ça viendra juste faire puer davantage une plaie qui existe déjà. Parce que Embalo Sissoko même a essuyé pas mal de coups, a essuyé plusieurs tentatives de coups d'État au cours de son premier mandat. Et donc, s'il continue justement, je crois qu'il se prépare, mais également l'opposition en face se prépare pour tout faire pour lui rendre le pays ingouvernable. Et donc, ils vont justement s'inscrire dans cette logique-là. Le chaos, ça existe. Que, comme je le disais tout à l'heure, les choses vont s'aggraver à la longue, justement avec la présidentielle qui s'apprête à organiser. Alors, est-ce qu'on peut dire que cela vient ouvrir un autre front pour la crise politique en Guinée-Bissau? Il avait annoncé, en tout cas, il avait refusé de quitter le pouvoir. L'opposition a décidé de paralyser le pays pour cela. Et il annonce sa candidature alors qu'il avait promis ne plus être candidat. Est-ce que ça risque d'envenimer la situation? Oh, bon, ça va envenimer la situation sur les médias. Point barre. Mais en réalité, rien ne va changer. Non, rien ne va changer. Okay. Pourquoi Monsieur Embalo Sissoko, d'abord quand il venait au pouvoir, d'abord quand il avait quitté la primature pour annoncer sa candidature, vous avez vu la façon dont il a mis l'armée de son côté. Et à chaque fois, ce sont des tentatives de coup d'État qui sont organisées après qu'il a pris le pouvoir. Des tentatives de coup d'État qui sont soldées par un mot ou des gens qui tirent dans l'air, après ils courent pour entrer dans des coins. Et ça lui permet parfois de dissoudre l'Assemblée nationale ou parfois de prendre des dispositions pour peut-être un Premier ministre qui n'est pas à sa solde pour le mettre de côté. Donc c'est plusieurs choses que M. Embalo Sissoko met souvent en place. Ça a vraiment anéanti l'opposition de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, il est le maître à bord du navire Guinée et il n'y a pas vraiment de contestation. Les contestations, ça se limite sur les médias, ça se limite dans les chambres, ça se limite dans des discussions de couloir, ça ne vient pas en lieu public. Une manifestation est fortement interdite en Guinée et c'est difficile à quelqu'un aujourd'hui de se mettre vraiment sur le chemin de M. Embalo Sissoko. Donc, sa candidature même qu'il a annoncée, c'est à cœur joie pour lui et ses amis, et en face, il n'y a rien. En fait. Il n'y aura rien en face, et peut-être c'est la raison pour laquelle il aurait menacé d'expulser la mission de la CEDEAO, puisque de son retour de cette tournée, Umaru Sissoko Embalo l'a assumé. C'est lui justement qui a décidé de mettre fin à la mission de la CEDEAO, parce que selon lui, cette mission ne respectait pas les tests constitutionnels de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau n'est pas une épicerie où tout le monde peut venir quand il veut faire ce qu'il veut, repartir comme il veut. Umaru Sissoko Embalo assume avoir mis fin ou avoir menacé d'expulsion la mission de la CEDEAO qui, elle, finalement, est obligée de partir.
Non, d'abord, quand il dit que la mission de la CEDEAO n'est pas conforme au test constitutionnel guinéen, je pense que c'est un voleur qui est en train de crier au voleur. Parce que lui-même, il viole les tests en question. Jusque-là, il n'a respecté aucun test, il n'a pas respecté même une seule virgule en fait, de la loi fondamentale. Et là, annoncer qu'on sera candidat n'est pas une violation des tests, vous l'avez dit. Non, mais je l'ai dit, mais quand vous voyez qu'il devait organiser les élections depuis, quand vous voyez qu'il dissout l'Assemblée quand ça lui plaît, quand vous voyez que c'est quand lui veut que la Guinée avance, je ne vois pas que c'est comme ça qu'on respecte en fait la Constitution. Et donc quand il accuse la CEDEAO, mais je me dis, mais est-ce que c'est pas l'hôpital qui se moque en fait de la charité en fait de compte. Donc vous voyez au Sissoko Embalo aujourd'hui, je crois qu'il avance, mais il avance avec la peur au ventre. D'autant plus que quand vous voyez très bien, c'est-à-dire que quand vous suivez toute cette déclaration qu'il a eu à faire après justement avoir menacé la mission de la CEDEAO d'expulsion, vous allez justement vous rendre compte que quelque part, il dit que les émissaires de la CEDEAO, il faut m'excuser, les émissaires de la CEDEAO, quand ils sont venus, ils ont pris langue avec l'opposition. Et donc, ça veut dire que pour lui, la CEDEAO travaille pour que le projet de l'opposition, selon laquelle on va paralyser le pays, on va en fait rendre le pays ingouvernable en Embalo Sissoko soit effectif. Donc, du coup, il est en train d'agir en tenant compte justement de cela. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, lui-même, il a peur. Il avance avec la peur au ventre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, il reste en fait attentif à tout ce qui peut à toute éventualité. Donc, c'est pour ça que je dis que rien n'est gagné d'avance pour lui, parce que vous avez cette opposition-là également qui s'organise. En Guinée, l'opposition n'a pas rédigné, l'opposition n'a pas démissionné. Ils ont des stratégies qui sont en train justement de mettre en place. Mais là où ça devient encore suicidaire pour Embalo, c'est d'arriver justement à tourner de dos à la CEDEAO. La CEDEAO qui jusque-là l'a toujours soutenu. Nous avons souvenance qu'à son élection en 2020, il y avait eu des embrouilles, il y avait eu une contestation des résultats rigoureuse et c'est la CEDEAO justement qui est intervenue pour reconnaître son élection. Et du coup, il a fait un mandat et il a été toujours du côté de la CEDEAO. Je me souviens de sa réaction rigoureuse, en fait, vigoureuse, au moment du coup d'État au Niger. Il était même prêt, il faisait partie des décideurs qui voulaient justement aller réinstaller Mohamed Bazoum. Et donc, il traitait les militaires de tous les notes d'oiseaux. Mais aujourd'hui, lui-même, il nous fait la même chose. C'est là où ça devient déplorable, je me dis, mais c'est pour ça que je dis qu'Embalo aujourd'hui est en train d'emballer tout le monde. Mais qu'à cela ne tient, je crois que nos chefs d'État, surtout les membres de la CEDEAO, comme j'ai l'habitude de le dire, s'inscrivent dans une logique de concurrence. Comment ça, concurrence? Concurrence, parce que tout le monde veut faire le nombre de mandats qu'il veut. Quand vous tolérez 2 mandats quelque part, vous ne pouvez pas, pour eux, c'est-à-dire que quand mon homonyme, en fait, de l'autre côté fait un mandat, et il fait tout pour triturer la Constitution, pour se représenter pour un second mandat. Je dis ça, si au cas où la Constitution n'autorise pas un second mandat, la personne, ou bien le président qui est là, il fait tout pour modifier la Constitution, pour remplir. Et la CEDEAO ne dit rien, la CEDEAO ne réagit pas. Ça va encourager les autres, justement, en fait, de même. C'est de ça qu'il est question. Embalo, pour moi, il pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO est inactive devant les coups d'État constitutionnels. C'est pour ça, lui aussi, il veut justement tâter le terrain. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il sait que... C'est un coup d'État constitutionnel, selon vous? Non, mais c'est un coup d'État constitutionnel qu'il a eu à faire l'année passée. D'abord, en prolongeant les élections sans l'assentiment, sans le consentement de la classe politique, de l'opposition, c'est un coup d'État constitutionnel. Ça, c'est clair. Son mandat est arrivé à terme en février. En février dernier, il devait normalement se débarrasser le plancher ici, il ne le fait pas, il continue. Et là, il fixe la date d'élection, il s'offre encore 9 mois ou bien 1 an de plus
c'est un mandat, c'est un coup d'État constitutionnel. Et donc, je crois que si ce sujet-là, et si cela s'était passé dans un passé récent, dans un pays, dans un autre pays, et que la CEDEAO était restée muette, ça va encourager les autres justement à continuer dans ce volet-là. Et donc, c'est pourquoi il a demandé de mettre fin à cette mission de la CEDEAO. Bien sûr, parce qu'il se dit que la CEDEAO, en réalité, vous m'excusez, mais ne représente rien. La CEDEAO ne fait pas de poids. C'est eux qui prennent les décisions au sein de la CEDEAO. Il sait comment ça se passe. Il sait combien de fois d'autres chefs d'État ont tenu tête à la CEDEAO. Et donc, lui aussi, justement, il s'inscrit dans cette logique-là que la CEDEAO, on peut en faire ce qu'on veut, on peut en faire un valet, et que personne ne viendra toucher un de ses cheveux. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Il estime, Oumarou Sissoko Embalo, bien sûr, que la Guinée-Bissau a un président, ce n'est pas un État bananier. Il y a une constitution qu'il faut respecter. Il faut respecter quand même les institutions du pays. On ne peut pas venir quand on veut partir, quand on veut... On ne peut pas faire tout ce qu'on veut en Guinée-Bissau. Il a décidé donc de demander l'expulsion de la mission de la CEDEAO. Cette mission est bel et bien obligée de partir. Il a assumé à son retour de sa tournée, Oumarou Sissoko Embalo. C'est dommage. C'est dommage. Pourquoi je dis que c'est dommage? Parce qu'il vous en souvient qu'à l'élection de M. Embalo Sissoko comme président en 2019 ou bien début 2020, la contestation a été vraiment très très difficile à gérer en Guinée, où la CEDEAO était obligée de dépêcher le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, pour aller jouer à la médiation. Et là, il s'est séjourné longtemps en Guinée, en tant qu'envoyé du président de la République du Togo, président en exercice de la CEDEAO en ce moment. Lors de la médiation, il était même demandé à la Cour suprême, qui devait proclamer les résultats définitifs, de retourner demander à la Commission nationale des élections, la CNE de la Guinée-Bissau, de revérifier les PV. Ce qui a été fait au niveau des CV des provinces, si je peux le dire ainsi. Après, la Cour suprême avait refusé de proclamer les résultats. La CEDEAO a toujours obligé la Cour suprême de Guinée-Bissau et la commission électorale de revérifier les PV jusqu'à la base. Ce qui a été fait, et ça a confirmé les résultats définitifs que nous avons connus, qui a amené M. Embalo Sissoko au pouvoir. Donc la CEDEAO avait tranché positif. La CEDEAO avait tout fait pour que les résultats des urnes soient officiels en Guinée. Ce qui a permis, puisqu'il faut dire que depuis des années, c'est le parti de l'opposition à M. Sissoko qui avait toujours gagné les élections. Et les coups d'État, c'était toujours interne. Je parle du parti PAIGC, oui, qui était un parti de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Donc, ce parti politique avait vraiment de l'enracinement sur le plan national, avait beaucoup de moyens, mais M. Sissoko, avec l'aide de la CEDEAO, a réussi à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, cette CEDEAO constate que M. Embalo Sissoko est allé au-delà du délai constitutionnel. Et on a dépêché une délégation qui devait normalement, nous savons comment la CEDEAO, les commissions de la CEDEAO pour les cas des élections fonctionnent. Quand ils arrivent dans un pays où il y a de crise, on écoute les deux côtés et on écoute les forces vives de la nation. Ce qui a été fait du côté du président de la République, M. Embalo, il les a bien reçus, ils ont échangé avant qu'ils ne prennent le vol pour l'extérieur, pour sa tournée. Maintenant, l'autre côté, le fait de vouloir rencontrer les gens de la commission électorale, de la commission nationale des élections, et certains opposants, notamment Domingos Pereira, oui, qui était son rival, le contestataire de cette élection, M. Embalo se voit offusqué, se voit vraiment du poignard dans son dos. Je ne sais pas si vraiment... Lui qui était opposant... Est-ce que la CEDEAO ne devait pas rencontrer Domingos Simões Pereira? Non, je crois c'est ce que je disais tantôt, que si la mission de la CEDEAO dans un pays, c'est pour régler des problèmes politiques, on écoute
parties prenantes. Toutes les parties prenantes. On écoute toutes les parties prenantes et c'est à base de ça qu'on peut produire un rapport. Et c'est ce que la commission de la CEDEAO a eu à faire. Sauf que le fait d'écouter les opposants avaient demandé à ce que les élections aient lieu plus tôt que ce que M. Embalo Sissoko avait prévu. Donc, les gens fixaient la date déjà en juin 2025, alors que le président Embalo Sissoko prévoyait plutôt une élection à 30 novembre. Alors, donc, les opposants ont même accepté qu'on ne constate pas ce délai, et comment on appelle, ce vide constitutionnel qui devait normalement être constaté à partir du 27 février. L'opposition a même cédé par rapport à cette caprice de M. Embalo, mais seulement que demande à ce que les élections se tiennent en juin 2025, ce qui n'est pas vraiment de la mer à boire pour M. Embalo. Mais donc, normalement, selon vous, la CEDEAO ne s'est pas mis à dos Umaru Sissoko Embalo? Non, la CEDEAO a voulu juste régler le problème comme ça a été toujours fait dans tous les pays où la CEDEAO intervient souvent en période préélectorale ou parfois même post-électorale. C'est la mission qu'ils se sont donnée. Sauf que M. Embalo voit ça plutôt comme un affront et a décidé de chasser une délégation normalement une délégation diplomatique, qui venait plutôt pour l'aider à asseoir vraiment une stabilité politique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.